Bonjour, je m'appelle Benjamin Navet et je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire avec le PSG dans 2 livres que j'ai logiquement intitulés « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à ceux qui partagent la même passion que moi. Bonjour Méry Moreau. Bonjour Benjamin. Alors Méry, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter ? Je m'appelle Méry Moreau, j'ai 43 ans et je suis supporter du Paris Saint-Germain. Très bien. Et de profession, tu es photographe, tu travailles dans la photographie. Tout à fait, je travaille dans la photographie, je suis photographe et je travaille également dans un laboratoire photographique où je réalise des tirages professionnels. Bon, on reviendra longuement sur Avec plaisir. cette passion. Est-ce que tu peux nous dire tout d'abord d'où vient ton attrait pour le football et pour le Paris Saint-Germain ? Eh bien, comme beaucoup de personnes, je pense, c'est quelque chose qui vient de la famille. C'est un héritage familial et il vient de mon grand-père. Mon grand-père était quelqu'un qui était très actif dans le football francilien. Il était président d'un club parisien. Et donc, très tôt, j'ai pu aller au Parc des Princes avec lui. Il avait régulièrement des places qui lui étaient offertes de par sa fonction. Et il a commencé à m'emmener au stade à la fin des années 80, début des années 90. Donc j'avais 9 ans, 10 ans peut-être. Et j'ai commencé donc à fréquenter les travées du parc grâce à lui, avec lui. Tu te souviens de ton premier match ? Oui, je me souviens tout à fait de mon premier match. C'est un des seuls dont je me souviens. Je m'en souviens de 2 exactement. Je me souviens du premier match, c'était un Racing Club de Paris Saint-Étienne. D'accord. Et donc je me souviens qu'il y a eu, si je dis pas de bêtises, 4-0 pour le Racing, et j'étais dans les tribunes à supporter les Verts. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils jouaient en vert et que c'est une couleur qui m'a toujours plu. Et donc j'étais dans les tribunes à hurler « Allez Saint-Étienne, allez Saint-Étienne » avec des gens autour de moi qui étaient complètement hilars de voir un petit bonhomme vouloir que Saint-Étienne gagne. Et donc c'est ma première fois dans les tribunes du Parc des Princes. Donc pour le Racing. Pour le Racing, PSG. Tout à fait, pas pour le PSG. Et il y avait beaucoup de supporters du Racing ? Sincèrement, je n'en ai aucun souvenir. Je ne m'en souviens absolument pas. Je sais qu'après ça, mon grand-père a continué à m'emmener, cette fois-ci pour voir le Paris Saint-Germain. Je dois avouer que j'ai des petites visions comme ça qui me reviennent. Je me vois dans les tribunes à lui demander la casquette de Gavroche que j'ai encore, à aller acheter l'écharpe, la fameuse écharpe sérigraphiée qui est quand même assez mythique, ou blanche, rouge et bleu, un petit peu qui rappelle le maillot Borelli avec écrit Paris Saint-Germain FC. Je me souviens de ces goodies-là. J'ai des images diffuses de tribunes. Je me souviens quasiment jamais des scores. Je me souviens pas des équipes rencontrées. Et la dernière image que j'ai, c'est un match où il y avait énormément d'animation dans les tribunes, énormément de fumigènes, de choses qui se passaient dans les virages. Et je demande à mon grand-père ce qui se passe, pourquoi aujourd'hui comme ça. Et il m'explique en fait que c'était le dernier match d'un joueur mythique et c'était le dernier match de Safet Suzik au Parc des Princes. Pas mal. Voilà. Et donc, après ça, tu y retournes assez régulièrement ou pas tout de suite ? Pas tout de suite, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, j'ai continué à suivre le foot, mais j'étais plus à suivre le football, pas forcément un club particulier. J'avais mon écharpe de Paris qui était dans ma chambre. Je suivais l'actualité. J'aimais beaucoup suivre les Coupes d'Europe, en fait. J'aimais beaucoup suivre les clubs français en Europe. Je me souviens très, très bien du Paris Saint-Germain-Real, dans la chambre de mes parents, où toutes les 5 minutes, j'allais dire à mon père « Papa, on a marqué un but, papa, et on a encore marqué !» Et à la toute fin, lui dire la délivrance. Je me souviens aussi dans la chambre de mes parents aussi, du match contre le Rapide, aller dire la victoire à mon père. Rapide de Vienne, la finale de la Coupe d'Europe. La finale de la C2 contre le Rapide de Vienne. Et après, je dois avouer que je me suis un peu détaché du football pour m'intéresser à un autre sport. Et j'y suis revenu assez tardivement, dans les années 2000. Et je suis retourné au parc avec un petit peu l'effervescence qu'il y a eu avec le Paris SG banlieue, on va dire. Et j'ai été pris un petit peu par tout ce qui se passait autour et je suis allé voir comme premier match de retour PSG Rosenborg 7-2. Pas mal. Pas mal, hein, vraiment pas mal. Hein. Et là, pour le coup, j'ai été happé à la fois par le terrain, mais surtout par les tribunes. Je me suis retrouvé, j'étais avec ma mère, je me souviens, je me suis retrouvé à chanter, à danser, à prendre dans les bras des gens que je ne connaissais pas.
Et je me suis dit, mais je veux revivre ça. Et donc, j'ai commencé à aller régulièrement tout seul voir le PSG cette année-là, qui n'a pas été fantastique d'ailleurs. C'est l'époque Anelka. L'époque Anelka. Jusqu'à Rosenborg, c'était parfait. Et j'ai l'impression qu'à partir du moment où j'y suis allé, ça a commencé à être terrible. C'était le chat noir alors. Voilà, peut-être, ouais, parce que quelques matchs après, ça a été Paris-SG Auxerre en Coupe de France, où on perd 4-0. Donc, avec les pénaltys ratés et tout ça, bref, passons. Donc voilà, j'ai fait pas mal de matchs cette année-là et j'ai été jusqu'à faire mon premier déplacement à Strasbourg, le dernier match de la saison. Avec qui ? Avec le club, déplacement officiel. Et pareil, je me suis dit, mais je veux revivre ça, quoi. On avait gagné, Laurent Robert avait mis 2 buts, si je dis pas de bêtises. J'avais récupéré le gant de Dominique Casagrande à la fin du match. Bref, j'étais mais vraiment comme un gamin, quoi. Et donc là, cette année-là, donc tu es pas en virage ? Non. Et ensuite ? Et ensuite, ce qui se passe, c'est que je m'abonne, évidemment. Je réussis, même si c'était complet, j'ai réussi à m'abonner à Auteuil. Donc je m'abonne et puis c'est parti pour une aventure de plus de 10 ans, quoi. Donc une aventure d'abonnement de plus de 10 ans. Donc je m'abonne et je me carte même. Je me carte où ? Là où j'arrive, donc Lutèce Falco. Voilà. Donc première année, je fais quelques déplacements avec eux. C'est vraiment chouette, c'est cool, mais bon, je suis quand même assez introverti, donc j'ai du mal à m'impliquer, j'ai du mal à comprendre aussi tous les tenants et les aboutissants, les pourquoi des contestations. Il y en a certaines que je comprends très bien, comme celle contre le maillot, parce que cette année-là, on joue avec un maillot sans la bande Echter, qui est un petit peu plus sombre, avec une bande décalée sur le côté. Je le comprends, cette contestation. Il y en a d'autres que je comprends pas, comme pourquoi on se bat contre Canal+, pourquoi on insulte Père. Je comprends pas tout ça, donc j'ai tendance un petit peu à me reculer au fur et à mesure de la saison, même si je fais quand même le dernier match contre Lille à Grimont-Pré-Joris, un stade très très que je regrette d'ailleurs. Et je me carte pas la saison d'après, je me carte pas pendant plusieurs saisons. Et je reviens à me carter, c'est suite à ce qui s'est passé avec Larue, où je perçoit une terrible injustice. Directeur de la sécurité nommé par le nouveau président Francis Grail. Exactement. Donc, pour faire court, après de belles paroles, il va avoir tendance à essayer de la mettre à l'envers à tous les supporters et à appliquer un petit peu ce qu'on va connaître plus tard, du fichage, des interdictions de déplacement, des gens qui restent plantés là à Saint-Étienne, je me souviens. Donc moi, je vois ça d'un œil extérieur et je suis révolté. Jusqu'à cette apothéose du Paris SG Metz où il y a tout qui vole en éclats, la buvette en face, une intrusion de fumigène. Alors quand tu dis la buvette en face, c'est des gars à Boulogne qui sont allés déceler une buvette en forme de ballon, une petite buvette, et qu'ils ont fait rentrer dans la tribune pour la jeter, en tout cas menacer de la jeter parce qu'elle n'a jamais été sur la partie basse de la tribune. Ouais, exactement. Effectivement, elle n'a pas été lancée, mais on n'était pas loin. On n'était pas loin. C'était pour montrer à Grail et à Larue finalement que tout ce qu'ils faisaient était vain. Que voilà, malgré tout, les supporters avaient toujours la main et ils l'auraient quoi qu'il arrive. La suite nous a montré que non, mais on a réussi à résister pas mal de temps après ça quand même. D'ailleurs, on a eu la peau de Larue, quoi, tout simplement. Ils ont eu la peau de Larue, parce que j'étais pas impliqué à l'époque, mais voilà. Et alors toi justement, quelle est ta vision, ta définition du Paris Saint-Germain? Le Paris Saint-Germain, vaste débat. Je serais tenté de dire que c'est quelque chose qui nous rend tous un petit peu schizophrènes, quoi. Déjà à l'époque, le monde du football, le monde du football dans le cadre du Paris Saint-Germain, qui n'était pas ce qu'il est actuellement, j'avais toujours un petit peu cette tendance à être complètement happé par le Paris Saint-Germain, à être complètement passionné, alors que j'en voyais déjà à l'époque les dérives mercantiles, tout ce qui peut avoir attrait à des sujets comme, je sais pas, l'écologie, toutes ces choses-là. Le football, c'est à l'antithèse de ça, et c'est à l'antithèse de ce que moi, je prône comme valeur. Mais voilà, à partir du moment où on est passionné par le ballon, on vit avec nos contradictions, et pour moi le Paris Saint-Germain c'est un peu ça, c'est un peu la contradiction que j'ai en moi, c'est-à-dire que je vais être passionné par tout ce que me donne ce club, tout ce qu'il me prend aussi, et je fais avec, en fait, je subis. Voilà.
Alors tout à l'heure, tu as dit que ton papa, il n'avait pas regardé la finale de la Coupe d'Europe. Non. Mais ton papa, ensuite, il est devenu supporter du Paris Saint-Germain également. Ouais, tout à fait. Mon père, il a toujours été supporter du Paris Saint-Germain, mais je pense que lui, il était beaucoup plus attiré par le côté sulfureux, en fait. Le ballon l'intéressait, on regardait des matchs ensemble, mais ce qui l'intéressait, moi, mon père, c'est un ancien punk, fan de rock, dans les années 70, avec tout ce que ça implique. Lui, il adorait, c'était voir les histoires de Boulogne qui va aller choper la banderole de Marseille, du CU, tous ces petits trucs un petit peu sulfureux, parfois même complètement borderline. Et c'est ça vraiment qui l'intéressait. Et quand moi, j'ai commencé à être impliqué, voilà, on regardait tous les matchs ensemble. Moi, j'allais au stade, je revenais, je débriefais. De temps en temps, j'étais au stade, il me passait un coup de fil où il me disait « Non, tiens, tu vas là-bas, essaie de me choper des places. Si t'en as, téléphone-moi, j'arrive. » Hop, je prenais quelques places au marché noir, j'arrivais à lui choper des places. Et voilà, de fil en aiguille, c'était complètement génial, quoi. Et puis un jour, il me dit « Vas-y, tu sais quoi, je vais m'abonner, quoi. J'ai toujours voulu m'abonner, je m'abonne. » Donc il est allé à Boulogne, il est allé se carter chez les boys, je sais pas, il doit avoir 45 ans, 50 ans, je sais pas. Il a été bien accueilli, je pense qu'il a laissé un bon souvenir là-bas, je pense. Hein. Et donc moi j'étais à Auteuil, lui il était à Boulogne, on partait ensemble, on rentrait ensemble. On a même fait quelques déplacements en commun avec les Lutèces. D'ailleurs, je me souviens d'un déplacement à Vermelles en voiture. En Coupe de France. Ouais. On devait être 5 dans la voiture, il y a eu un gars qui n'est pas venu, et du coup, mon père il m'avait dit, s'il y a un gars qui vient pas, tu me téléphones, quoi. Donc je dis aux autres Lutèces, ça vous dérange si je vais prendre mon père? Et puis voilà, on s'arrête, on prend mon père, on fait l'aller-retour. C'était génial, quoi. Franchement, c'était génial. Des moments inoubliables. Alors, en général, on dit de père en fils, là, c'est presque de fils en père, ouais, en fait. Exactement. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, c'est mon implication qui l'a fait, lui, s'intéresser à fond à ça. Ouais. Mais pas dans la même tribune. Pas dans la même tribune, ouais. Ouais, je pense que le côté sulfureux de Boulogne, pas le côté politique, parce que voilà, le côté sulfureux, ouais, je pense que les bons mots, en même temps, nous aussi, on avait des bons mots dans un sens. Mais ouais, lui il était en face, ouais, tout à fait. Et alors malheureusement l'histoire c'est fini tragiquement. Ouais. Je sais pas si tu veux en oui, j'ai aucun problème avec ça. Donc ouais, effectivement l'histoire s'est finie tragiquement. C'est au retour il faisait beaucoup de déplacements avec les boys et puis il avait fait une voiture pour un Lyon PSG et puis ben voilà, au retour il a fait une crise cardiaque en 2006, en décembre 2006 sur une aire de repos près d'Auxerre, l'aire du soleil levant. Et donc, il est décédé sur le retour de ce match-là. Donc, moi, j'étais pas en France à ce moment-là, donc j'étais rapatrié d'Asie, où j'étais... Et voilà, ça a été très, très difficile, évidemment, mais voilà, j'ai reçu le soutien de la famille Lutèce, des boys également, même pas que de la famille Lutèce, d'ailleurs, d'Auteuil en général, même d'anciens tigristes que je connaissais par d'autres biais. Voilà. Ça s'est fini comme ça. Alors là, tu as parlé de plein de groupes de supporters différents, d'Auteuil, de Boulogne, etc. C'est quoi pour toi un supporter? Alors, un supporter, bah écoute, moi je vais le décorréler un petit peu de tout cet univers des groupes et tout ça, parce qu'en fait, pour moi, un supporter, c'est pas forcément synonyme de fidélité, d'assiduité ou tout ça. Moi, je vois dans le supporter, c'est quelque chose qui est un petit peu irraisonné, c'est-à-dire qu'on va on va se mettre à vouloir qu'un sportif, une équipe, un athlète, n'importe quel sportif gagne. Et ça peut être à un instant, j'ai envie de dire pendant les Jeux Olympiques, quand j'ai gueulé comme je ne sais pas quoi pour que Cassandre Beaugrand remporte le triathlon. Pourtant, je pense que c'était la deuxième fois que j'entendais parler d'elle et je n'ai pas continué à la supporter derrière. Quand je suis comme un gamin devant le biathlon, voilà, quand je regarde le Tour de France et que je veux absolument qu'Oscar Freire remporte le sprint de la Rabobank, c'est pas quelque chose qui se fait dans la continuité, c'est quelque chose d'instinctif qu'on contrôle pas et qui veut que le sportif gagne, tout simplement. Et c'est en ça que pour moi c'est un peu différent d'un ultra qui lui va être dans l'assiduité complète, la fidélité, même si je pense qu'on peut supporter plusieurs clubs quand c'est un ultra, c'est ma vision des choses, ça reste quand même quelque chose qui est quasi exclusif en fait.
supporter plusieurs clubs? Ouais, je pense qu'on peut supporter plusieurs clubs. Ouais. Bah écoute, moi j'étais ultra du Paris Saint-Germain et j'étais comme un fou quand le Celtic était en finale de C3, quoi. Voilà, le Celtic, je vais même avouer, même le Red Star. J'étais content quand le Red Star gagnait. J'ai d'ailleurs suivi quelques fois le Red Star en déplacement. Ouais. Parce que pour moi, c'est pas antinomique. Alors évidemment, les fois où il y a eu Red Star Paris, je me suis pas pointé au match, quoi. Ça, clairement, quoi. Mais ouais, pour moi, c'est pas incompatible. En fait, je le ressens, en fait. Donc je vais pas me dire non, je me force à pas vouloir que l'autre gagne. Non, en fait, au fond de moi, j'ai envie que le Celtic gagne. Donc je vais pas le refuser, quoi. Alors Celtic et le PSG, bon, c'est des clubs très très différents, très lointains. PSG et le Red Star, là, c'est des rivaux, alors oui, non, en tout cas pas depuis très longtemps, mais c'est des rivaux géographiques en tout cas. Ouais, tout à fait. Donc là, effectivement, c'est un peu moins c'est un peu moins compréhensible. Ouais, c'est un peu moins évident, mais dans le cadre de mon histoire, en fait, ça s'est fait un peu naturellement parce que voilà, je jouais au foot, j'étais un exécrable joueur jusqu'à mes 14 ans, je crois. Et bah, le club de foot local, l'AS Bondy, club de Kylian, hein, Mbappé, celui dont on ne prononce pas le nom, le club de Bondy nous a emmené voir le club du 93. Donc je suis allé voir un Red Star Lens, des fumigènes partout, j'ai adoré. Donc j'ai toujours eu, en fait, je me souviens d'avoir été acheter le fanion avec l'étoile, le petit briquet, et j'ai toujours eu dans un coin de mon cœur le Red Star. Et puis des choses qui sont complètement incroyables. Mais un jour, je reçois au courrier une lettre. C'était une erreur de la poste. Et à l'intérieur, il y a quoi ? Il y a 2 places pour le Red Star qui jouait à cette époque-là à Marville, à la Courneuve. Je suis allé voir le Red Star, quoi. Et puis de temps en temps, j'y allais, de fil en aiguille, j'y allais. Je suis allé à Boer, le stade, j'ai trouvé incroyable, avec ce stade à l'anglaise assez vétuste, avec la tribune en escalier qui est sur le côté. C'est des choses visuellement géniales. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu plus... une atmosphère qui est un peu plus feutrée dans le sens où c'est pas la grandeur de la Ligue 1. Tu vois les joueurs à la fin, ils viennent te parler. Je me souviens d'un déplacement, les mecs ils te donnent leur un sandwich, c'est parce qu'ils en veulent. Enfin, c'est le football à taille humaine que j'aurais tellement aimé vivre avec le Paris Saint-Germain et qui, je pense, était quelque chose que j'aurais pu vivre si je m'étais intéressé à ça dans les années 80 à fond, en fait. C'est ce que j'allais dire, les deux clubs sont assez différents. Ouais. Alors le dernier PSG Red Star en match officiel, je sais pas trop je te parlais en CFA. Oui, c'est d'accord. pour ça. Et alors par contre, il y a une histoire, c'est que le Paris Saint-Germain Red Star est le premier match du PSG au Parc des Princes. Effectivement, c'était en Ligue 2, non ? C'était un match d'ouverture du Paris FC qui lui était en Ligue 1. Et c'était le lever de rideau, PSG Red Star en Ligue 2. Ce serait intéressant de savoir si c'est pas le dernier d'ailleurs. Et c'est pour ça. Et c'était la première fois que le Paris Saint-Germain jouait également avec son maillot Echter. D'accord. Comme quoi, il y a belle histoire. Belle histoire. Et on les a jamais rencontrés en couple, c'est incroyable quand même. C'est pour ça, ça doit faire très longtemps. Longtemps. On arrête de parler du Red Star. Ouais, c'est un podcast de Parisiens. De Parisiens, tout à fait. On salue nos amis supporters du Red Star. Alors toi, tu as un métier, une passion, c'est la photographie. Alors, c'est né comment cette passion ? Eh ben, écoute, tout jeune, mes parents qui étaient fans de photographie, de musique, j'ai hérité de tout de mes parents, la passion pour la musique, la passion pour la photographie, et tout petit, en fait, ils m'ont mis un appareil photo dans les mains. Je me souviens, dès le collège, j'avais mon réflexe quand on faisait les sorties scolaires, j'avais toujours un réflexe dans les mains. Quand plus grand, commençait à faire des soirées, j'avais mon petit compact, mon jetable, je prenais toujours des photos de tout le monde. J'avais besoin de fixer des souvenirs, peut-être parce que je retiens pas les visages, peut-être pour plein de raisons. J'avais ce besoin permanent d'avoir un support papier pour me rappeler de ces moments-là. Et donc de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire de plus en plus de photographies en concert, à droite à gauche. Et mes études n'étant pas forcément une réussite, je faisais une fac scientifique qui m'intéressait absolument pas. J'ai tout arrêté du jour au lendemain, j'ai pris une année sabbatique et je me suis dit écoute, je vais recommencer à zéro et puis je vais faire un CAP photo. Et voilà, c'est venu comme ça, j'ai fait un CAP, j'ai fait un BTM, j'ai travaillé en alternance pas mal et puis je suis commencé à rentrer dans les laboratoires. Conjointement à ça, je travaillais pour des magazines de musique pour lesquels je faisais des photos de concerts. Donc et plutôt dans l'humain, dans le portrait que dans le paysage.
Ah ouais, complètement dans l'humain, et pas vraiment dans le portrait, plutôt dans le reportage. C'est-à-dire que je suis quasi incapable, même si j'ai envie de changer, je suis quasi incapable de prendre quelqu'un et lui dire bah tiens, tu vas te mettre comme ça, je vais te photographier, change de position et tout. Non, pour moi j'ai besoin de la spontanéité pour pouvoir retranscrire ce que je vois en fait, pour faire un métier tout simplement de reporter qui n'interfère pas sur ce qu'il veut fixer sur le négatif. Et alors, la suite logique de fil en aiguille, c'est quand tu étais au Parc des Princes, quand tu étais au Lutèce Falco, tu es devenu un des photographes des Lutèce Falco. Comment on devient photographe d'un groupe ultra ? Écoute, je pense que pour devenir photographe d'un groupe ultra, déjà, faut se montrer impliqué. C'est pour ça que la première année, par exemple, j'ai pas cherché à faire de photographie. Quand par contre je suis revenu, je me suis recarté en 2005-2006, j'y suis allé en disant tout de suite, bah voilà, moi je travaille dans un labo photo, si ça peut vous aider, si je peux faire quelque chose, voilà. J'ai commencé à être présent, je faisais énormément de déplacements, je me mettais toujours à disposition de ma voiture quand il y en avait besoin, et je leur ai dit, voilà, moi j'ai le matos, si vous voulez que je fasse des photos, bah moi je suis présent, quoi. Donc j'ai commencé, et ils m'ont dit, bah écoute... Je crois que dès le deuxième match, le premier match était Paris-SGMS, fantastique match, on gagne 4-1, on allait tout gagner et tout ça, la suite nous montra que non. Le premier match, je le fais en tribune, deuxième match, on me met sur la pelouse. Je sais plus si c'est Toulouse-PSG ou Nice-PSG, un des deux. On me met sur la pelouse, on me dit, bah tiens, tu sais quoi, bah vas-y, va faire des photos, c'est les vacances, le photographe est pas là, donc vas-y, quoi. Et puis voilà, et puis on alternait avec le photographe officiel qui était Stéphane, que je salue s'il nous écoute, qui est en Irlande maintenant. On alternait et donc j'ai commencé par les photos pelouse, photos de tifo de loin, mais moi j'avais un petit truc en tête quand même, faut quand même que je le dise, c'est que quand je suis revenu au parc dans les années 2000, je me suis dit mais en fait ce que je vois, ce que je vis, il faut que je le fixe sur négatif, c'est quelque chose qui est trop précieux en fait, c'est des choses qu'on voit jamais. On voit de tout dans un stade de football, on voit de la joie, de la tristesse, de la fureur, presque de la haine parfois, même si pour moi c'est une haine qui est un peu surjouée. On voit énormément d'humour, on voit des rires, on voit tellement de choses. Et je me suis dit, mais en fait, il faut le partager, quoi. Alors je suis pas arrivé avec mes gros sabots en faisant des portraits à 5 mm des gens tout de suite, mais voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à me rapprocher. Puis un jour, pour un déplacement, c'était un Lens PSG. Là, je me suis dit, allez, j'y vais. Je vais pas faire des photos sur la pelouse, parce que j'avais la possibilité, souvent, on me faisait descendre hors parcage pour faire les photos. Je vais essayer de faire des portraits des gens, et j'ai commencé à faire des portraits des gens. Manque de peau, je me suis fait tirer l'appareil photo quelques semaines après, donc les photos n'ont jamais été développées, n'ont jamais existé. J'ai remis le couvert saison d'après pour Lens PSG, et cette fois, j'ai eu les photographies en noir et blanc. Des photographies qui ont tout de suite plu. Du capot, des gens qui chantaient. Voilà, les gens ont aimé les photographies. Du coup, de fil en aiguille, à chaque déplacement, j'avais mon appareil photo, mon argentique, et je faisais des photos, des portraits, des gens en train de chanter, en train de s'amuser, de faire la fête. Voilà comment est née cette idée. Et ça, ce sont des documents très rares, parce que finalement, les ultras qui sont en général très fermés, notamment aux journalistes, aux médias, aux photographes, souvent quand un photographe officiel veut prendre en photo les ultras, ils mettent les mains devant le visage et disent non, qu'est-ce que tu fais ? Là, justement, tu avais leur confiance, puisque tu étais un ultra toi-même. C'est quelque chose d'exceptionnel. Mais c'était complètement génial. Mais je comprends leur réticence, je les ai comprises, parce que effectivement, à l'époque, en tout cas, où je fréquentais le groupe, plein de gens ont essayé de se confier à des journalistes. Et 95% du temps, tout était déformé, utilisé contre eux. Ça n'allait jamais. Donc forcément, il y avait une réticence vis-à-vis de ce métier-là. Puis bon, l'ultra parisien a quand même une image sulfureuse qui est parfois justifiée, parfois absolument pas, et des gens ne voulaient pas effectivement qu'on puisse voir leur visage et être amalgamés à des choses qui ne le sont pas en fait. Donc voilà pourquoi il y a cette réticence vis-à-vis des journalistes, et en fait moi je me suis présenté avec que de la bienveillance. Ces images-là ne sont pas sorties du groupe avant quasiment 10 ans, et donc elles étaient pour le groupe. Je les ai utilisées plus tard en demandant l'accord de quasi tout le monde. Je pense que j'ai oublié quelques personnes, mais je pense que quasi toutes les personnes qui sont sur les photos, j'ai eu leur accord pour les montrer. En fait, ils ont vu que c'était que de la bienveillance. Et je reste persuadé que si tu arrives à nouer une relation de confiance et que tu
tiens tes engagements, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas accepté dans ces milieux-là, même quelqu'un d'extérieur. Et là, c'est quelque chose que je vais essayer de tenter d'ailleurs avec d'autres clubs, d'autres groupes de supporters. Avec d'autres groupes, parce que alors, ce dont tu parles justement, c'est que tu as sorti un livre en 2023. Tout à fait. Ça s'appelle Aux villes lumière, où effectivement c'est un recueil de tes plus belles photos, en tout cas de certaines de tes photos au Parc des Princes, à la fois des portraits donc de Lutèce Falco essentiellement, et aussi un peu à Boulogne, je crois, et puis il y a aussi des tifos, etc. C'est un livre avec Gazeta Ultra, mais je crois qu'il est plus trop disponible. Non, il a été épuisé. Il est complètement épuisé maintenant. Donc, et d'ailleurs, j'essaye de le récupérer. Je regarde tous les réseaux, les sites de marketplace pour essayer d'en récupérer, parce que j'ai plein de gens qui le veulent encore, mais je ne le trouve pas. Oui, il faut le rééditer sinon. Si on le réédite, j'essaierai de faire quelques petites modifications, mais ce serait pourquoi pas avec d'autres photos en fait, parce qu'en fait je me rends compte qu'à chaque fois que je montre mes images, il y en a des images auxquelles on n'avait pas pensé, ou je n'avais pas pensé, qui sont appréciées par les gens, et au final je me rends compte qu'il y a encore peut-être des images à montrer, quoi. C'est sûr que il y a pas tout dans le livre. Non, il y a pas tout. Et ensuite, tu as d'ailleurs fait une expo photo dans un magasin de photographie, Négatif Plus à Paris. Tout à fait. Ça, c'est un peu le Graal finalement pour un photographe de faire une expo. Ah ouais, j'étais super content. C'était des belles conditions. Alors évidemment, c'est pas une galerie, mais l'accueil a été exceptionnel. Le vernissage s'est super bien passé. Puis j'ai adoré avoir le contact avec des gens que je ne connaissais pas, en fait, des gens que je ne connais pas, qui viennent me voir en me disant qu'ils ont apprécié mon travail, des gens d'autres clubs. Ça m'a ouvert des portes de certaines émissions de radio. Ça m'a permis de parler de ce qu'est être un ultra aussi, de parler des émotions, de parler ce que je répète à chaque fois, de parler la joie, le bonheur, la fraternité qu'on a à être dans ces groupes-là. Et la joie, le bonheur que j'ai ressenti à les photographier. Moi, je dis toujours que mes matchs, je les vivais par procuration dans les yeux des autres. Et c'est des souvenirs incroyables, en fait. Et parce que finalement, tu voyais jamais les matchs. Je voyais jamais les matchs. Quand je faisais des supporters est un comble. Alors, je voyais les matchs, parce qu'en fait, la plupart du temps, ce que je faisais, c'est que je photographiais. Et je demandais à ma gentille maman de m'enregistrer les matchs, et quand je rentrais, je regardais les matchs au retour des déplacements ou des matchs au parc. Donc les matchs, je les voyais quand même, mais cette joie qui arrive d'un instant à l'autre, qu'on ne sent pas forcément venir, je ne l'avais pas en regardant le terrain, je l'avais en voyant la réaction des autres. Alors justement, tu disais que tu faisais des portraits. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est la dramaturgie finalement. Ouais. C'est pas pareil qu'un tifo qui dure quelques secondes qu'on immortalise. Ce qui est important parce que comme c'est éphémère, il faut l'immortaliser. Mais là, les portraits, c'est du vivant, c'est de la dramaturgie. Et tu as été notamment à Sochaux en 2008 pour le match de la survie peut-être du Paris Saint-Germain, en tout cas le match du maintien. Là, la dramaturgie, elle est au maximum. Complètement au maximum. Je vais juste me permettre d'une petite digression sur ce que tu disais sur les tifos, parce que effectivement, les tifos, c'est quelque chose qui est figé dans l'instant, mais je pense qu'on ne valorise pas assez les animations qui sont faites dans les tribunes au parc à l'époque, mais même les tribunes de football en général. Il faut quand même avoir conscience de la somme de travail, de réflexion, de mise en place, d'imagination, de créativité, de direction d'homme. En fait, c'est des choses qui seraient faites dans le cadre d'un musée. On appellerait ça des performances et on trouverait ça exceptionnel. Mais parce que c'est fait dans des stades de football, on a tendance à galvauder ça, à rendre ça un petit peu beauf. C'est des choses exceptionnelles. C'est de l'art, mais c'est une forme d'art, c'est une forme de culture, c'est une forme d'art qu'il ne faut absolument pas galvauder. Alors justement, avant de revenir à Sochaux PSG, pourquoi pas faire une expo photo dans un vrai musée de photos de tifos? Je crois que ça a été fait. Alors je ne sais pas si ces photos de tifos dans un musée ont été faites. Il me semble qu'à Marseille, il y a eu quelque chose qui a été fait. C'est le Mucem, il me semble, qui a fait une exposition sur le football dans un cadre quand même vraiment artistique. Mais effectivement, je pense qu'il y a vraiment tellement quelque chose à faire. Enfin, quand je vois les tifos qu'on faisait à l'époque, qui étaient déjà
hyper qualitatif, hyper créatif. Au Lutèce, les Supra, ils ont fait quelque chose de dingue. Les Boys, pour leur anniversaire, les 15 ans, c'était génial aussi. Quand je vois ce qui se fait maintenant, mais c'est complètement incroyable, quoi. Et voilà, et puis ça passe... Des Tigris qui avaient quelques tifos un peu sulfureux, un peu... alors écoute, je vais pas te mentir. Une femme pour la nuit, PSG pour la nuit par exemple, ou un War avec des tanks pour un PSG Marseille. Puis, alors tu me lances là-dessus, mais après moi, moi au-delà de la culture tifo, pour moi, ce que j'apprécie dans l'univers ultra, tu vois, on dit toujours tifo et violenza. Moi, le violenza, je l'ai toujours mis de côté. C'est jamais un truc qui m'intéressait. Le côté tifo, je l'ai adoré, mais plus que le côté tifo, moi, ce que j'ai adoré par-dessus tout, c'est la culture banderole, quoi. Et faut quand même dire qu'à Paris, on avait été quand même vraiment super fort pour les banderoles. Caustique, humoristique, revendicatrice, de partout en fait, partout. C'est quelque chose qui était génial, quoi. Trouver ces bons mots pour que ça pique, que ce soit suffisamment acide. Bon, des fois c'était aussi vulgaire, mais c'était génial, quoi. Et là, le photographe, il se régale, et le photographe a un rôle capital d'immortaliser ces banderoles et ces tifos. Avant qu'elles soient enlevées par la sécurité. Et surtout à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Exactement. Et où il fallait quand même qu'on garde une trace pour montrer aux autres dans des fanzines ou en les envoyant par la poste, après par mail. Exactement. Ce qui avait été dit, ce qui avait été écrit dans le stade. Et ouais, les petites banderoles pour nos amis marseillais, les petites banderoles contre la direction, qu'elle était pourrie, pas d'incendie à Marseille, beaucoup de faïence pour une mentalité en carton. Tu veux te faire des amis là. Ah oui. Non, mais même celle des Supra contre Nike, où on expliquait chez Nike, pas de racisme, tous les enfants vont à l'usine. Voilà, je trouve que c'était des choses qui étaient quand même vraiment, vraiment super. C'était le soir de PSG Lens, ça, du match pour je pense, j'imagine. Je ne sais pas, je me souviens de la banderole, mais je ne me souviens pas du match, mais c'est possible. Ouais. Alors, ce Sochaux PSG. Alors, ce Sochaux PSG, ouais, la dramaturgie, en fait, c'était incroyable du début jusqu'à là. Je crois que nous, on avait fait 2 quarts. On arrive... il y avait les embrouilles qui étaient là, en fait. Je me souviens d'un ami Lutèce qui était en larmes en disant ils peuvent faire ça n'importe quand, mais ils n'avaient pas à le faire là, ce soir. Et donc là, tu parles d'embrouille avec des personnes revendiquant de la tribune Boulogne. Voilà, exactement. Ouais. Et je suis complètement d'accord avec lui. Moi, j'ai toujours soutenu Boulogne de par mon histoire. Donc voilà, mais il y a eu des moments où c'était pas possible. Et là, ça en faisait clairement partie. Donc voilà, t'es là pour te battre pour le maintien, et puis ça commence pas forcément sous les meilleurs auspices, on va dire, quoi. Donc voilà, donc le match. En plus, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai été géré avec les stadiers. Ils m'ont fait descendre pour que je puisse faire les photos, et ils m'ont laissé là quasiment tout le match. Et j'ai pu faire certains de mes meilleurs clichés pour ce match-là. Où en fait on voit toute la dramaturgie du match au fil de mes images. On voit le premier but qui arrive. On voit les joies, on voit l'égalisation, on voit le moment à la mi-temps qui est un moment de flottement, où les regards sont dans le vague, où voilà, il reste 45 minutes pour se sauver, quoi. Et puis on voit la joie de la délivrance du but de Diané jusqu'à la fin, et ce ouf de soulagement, quoi. Alors j'ai une pensée en faisant ce podcast pour un autre photographe du virage Auteuil, Momo. Ouais, Momo. L'œil du virage, on l'appelait. Ouais. Toi, tu fais peut-être l'œil des faucons. Lui, c'était l'œil du virage, qui est décédé d'une maladie en 2016. Il avait seulement 31 ans. Tu l'as bien connu, Momo? Ouais, je l'ai bien connu. Il faut savoir que l'univers des photographes au parc, c'était... Alors, je vais pas dire tout groupe confondu, parce que on n'a jamais eu trop de rapport, enfin j'ai jamais eu trop de rapport avec le photographe Tigris par exemple, mais que ce soit le photographe Boyce, celui des Authentics, Momo des Supra, en fait on était toujours fourrés entre nous, quoi. On se tapait des barres de rire sur la pelouse, à jouer avec les parkages adverses. Voilà, c'était des moments qui étaient vraiment géniaux, quoi. Et puis les photographes tournaient, on se retrouvait. Moi ça m'a permis d'être proche de certains Authentics. Ça m'a permis d'être encore plus proche de certains boys. D'ailleurs, j'ai fait leurs photos après, quand ils ont été dissous. Quand l'association a été dissoute, c'est moi qui ai fait leurs photos la plupart du temps. Et puis oui, c'était des moments incroyables. Momo, c'était quelqu'un très expressif, toujours à essayer de rigoler, voilà.
Alors ça n'a pas toujours été idyllique, il y a des moments où c'était un peu plus tendu, mais je me rappelle vraiment des barres de rire qu'on passait sur la pelouse à photographier les adversaires qui l'interpellaient et tout. C'était génial. Et il n'y a pas de la rivalité des fois entre photographes de groupe? Non, franchement, ça n'a jamais été le cas. Même pour avoir les accrèdes et tout, c'était facile? Non, parce qu'il n'y a pas vraiment de meilleure place, en fait, vu que chacun, on était à un endroit pour photographier notre morceau de tribune. Donc, non, puis c'était plutôt même de l'entraide, en fait, ouais. Donc, non, vraiment, il y avait vraiment aucune animosité, vraiment rien de rien. Et même au-delà de ça, je me souviens que pendant les tensions qu'il pouvait y avoir, à la toute fin, là, en 2010, entre Auteuil et Boulogne, je me souviens je recevais des messages de gars de Boulogne qui me demandaient de dire aux photographes que c'était pas de leur fait les chants qui étaient lancés en tribune et qui se désolidarisaient complètement de ça. Je me souviens de montrer aux photographes des Authentiques, voilà, regardez ce qu'on m'envoie, voilà, je vous montre, moi je prends pas parti, je vous montre, quoi. Ça, bien évidemment que ça a absolument pas ça a permis d'apaiser les choses, mais voilà. Non, aucune animosité, que des bons souvenirs avec. Je vais les saluer des fois qu'ils écoutent, David, Sarah, Alexis, François et tous ceux que je dois oublier. Que des bons moments avec eux. La team photographe. La team photo. Alors justement, ça nous amène à 2010. Ouais. Et là, tout s'arrête. Tout s'arrête, ouais. Et toi, tu vis comment ça? Je vis ça. On sentait que ça allait arriver à un moment ou à un autre. Le drame, on l'a senti venir dès le début du match. On va pas refaire l'histoire. Moi, j'étais dans le bar d'en face. On savait. Voilà, moi, je me suis retrouvé dans le cortège de Boulogne. Je me suis retrouvé avec Yann à mes pieds. Voilà, j'ai tout vu. La fin, en tout cas. On est allé au match. Je crois que j'ai pas fait de photo à ce match-là, d'ailleurs. J'ai regardé en fait avant. J'ai pas fait de photo. J'ai pas fait de photo des banderoles et tout ça. Sur la pelouse, une tension incroyable à tout niveau. Moi, j'étais tendu comme pas possible. J'ai failli me faire virer de la pelouse d'ailleurs parce que je commençais à embrouiller les joueurs de l'OM et un dirigeant visiblement. C'est absolument pas mon caractère, quoi. Mais en fait, tout débordait et j'ai l'impression que n'importe quelle personne, même le moindre petit ange, était sali par cette haine latente. Voilà, il devait se passer ce qui s'est passé, c'est horrible. Par contre, moi je suis absolument pas d'accord avec la solution qui a été apportée, enfin qui je suis pour dire que je suis pas d'accord. Disons que j'ai trouvé que ce qui a été fait par la suite était complètement lunaire, on va dire. Parle du plan Le Pro. Et mensonger. Alors justement, ce plan Le Pro, il y a eu des réactions des ultras, des supporters. Ouais. En dehors du stade, il y a eu des manifestations, il y a eu la contestation, il y a le groupe LPA qui s'est créé ensuite. Ouais. Alors toi, du coup, t'es devenu photographe hors stade? Non, en fait... T'as suivi un peu les manifs? Non, concours de circonstances, j'ai suivi la première manif... qui a été faite à l'extérieur du parc. Je sais même plus si on était encore au parc ou pas. Je sais que j'ai fait une autre manif par la suite qui était passée devant le centre Pompidou, qui avait fini à République, si je dis pas de bêtises. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis pété la jambe au football. Et que celle entre République et la mairie de Paris, peut-être? Peut-être, ouais. Pardon. Peut-être, non mais c'est possible. Il y en a eu plusieurs, il y en a eu aussi entre le Panthéon et la Bastille. En fait, je me souviens des photos que j'ai des photos à République, j'ai des photos devant le centre Pompidou. Ça doit être celle-là, ouais. Ça doit être celle-là. Et donc tu disais tu t'étais blessé. Donc peu de temps après, je me pète la jambe au foot, je suis immobilisé pendant des mois et des mois. Du coup, forcément, je suis pas du tout actif dans la contestation. Et ce qui se passe, c'est que je me rétablis et quelques mois après, il y a la naissance de ma fille. Ce qui fait qu'au final, je ne m'implique plus du tout dans l'univers du stade. Ça m'a fait complètement décrocher. Je suivais le football à la télévision, mais j'étais absolument plus impliqué du tout dans toute la contestation. Et puis voilà, ma fille arrivant, je me suis donné quasiment corps et âme à ma fille, ma femme. Et j'ai déconnecté du stade complètement. C'était finalement l'occasion de se déconnecter. Tout à fait. Et alors justement,
petit auto-promo. J'ai moi-même donc sorti 2 livres. Hein. Je suis supporter du Paris Saint-Germain et je souligne que tu es le photographe des 2 photos en couverture. Une magnifique photo de moi d'ailleurs au virage Auteuil en train de soulever un 2-mâts où il y a, c'est un peu le sujet du moment, le Parc des Princes et le logo du PSG juste au-dessus. Cette photo est assez magnifique et reflète bien ton travail finalement. Merci de m'avoir permis de faire ces couvertures. Alors c'est quoi ta photo préférée ? Je vais pas avoir de photo préférée, il y en a plusieurs que j'aime bien. La plupart du temps, c'est des photos en parkage extérieur parce que c'était plus facile de faire des photos dans le groupe à l'extérieur. On était moins les uns sur les autres, plus espacés. En fait, c'est des photos, j'en ai 2 en tête où il doit se passer une action. Il y en a une à Nancy, une au Mans, c'est les 2 vraiment que j'ai en tête, où il y a tout un panel d'émotions qui sont un petit peu différentes dans les visages des gens. Il y en a un qui va se prendre la tête à 2 mains, il y en a un qui hurle, tu sens qu'il est en train d'encourager les autres, il y en a qui sont interrogatifs, et de voir ces visages avec des émotions différentes, c'est un peu tout ce que j'ai toujours voulu faire. Donc c'est ces 2-là qui vraiment me plaisent le plus. Mais bon, comme je te le disais, j'en redécouvre en permanence où je me dis, putain, mais celle-là, elle est complètement géniale, quoi. Et je pense que c'est un puissant fond aussi, en définitive. Bien sûr, très difficile de choisir. Alors, il y a les photographes de groupes ultra comme toi. Il y a les photographes de club aussi. Ouais. Donc au Paris Saint-Germain, pendant je ne sais combien de décennies, il y a eu Christian Gavel, qui a un peu changé de fonction ces derniers temps. Tu avais un contact avec lui ou pas du tout ? Aucun, 0. Alors on se saluait cordialement quand on se croisait sur la pelouse du parc. On se saluait un petit peu en déplacement, mais je ne sais même pas si j'ai échangé plus de 3 mois avec lui. D'accord. Pourtant, c'est pas faute d'avoir voulu un jour être à sa place. Alors justement, c'était ma question d'après. T'aurais aimé être à sa place ? Ouais, j'aurais aimé être à sa place. Après, oui et non, parce que ce que j'ai vécu en tant que photographe ultra et en tant qu'ultra, je l'échangerais pour rien au monde. Mais là, actuellement, si un jour j'avais pu être le photographe du Paris Saint-Germain, j'aurais adoré ça, quoi. D'être au plus près des joueurs, dans le vestiaire, avec eux tout le temps. Ouais, parce que je pense que... Alors, après, ça doit être aussi un peu frustrant parce que tu dois pouvoir faire des images complètement incroyables qui ne sortent jamais et qui ne sortiront certainement jamais. Donc ça doit être quand même très très frustrant parce qu'un photographe, la première chose qu'il veut, c'est que ces images soient vues. Voilà, on voit jamais de photos d'intimité et je pense qu'il y a des choses incroyables à faire. Tous les sportifs qui ont eu des photos d'intimité qui ont été montrées, ça donne lieu à des reportages qui sont incroyables. J'ai des images en tête de photographes qui ont fait des photos de boxe, d'escrime, des moments de tension d'avant les combats. C'est génial en fait. Et ça, on le voit jamais au football. Au plus près. Au plus près. Et donc ton CV est quand même envoyé au PSG au cas où. Ah bah, on sait jamais. On est à l'ère de l'image finalement, donc on a besoin de photographes. Alors, tu le disais tout à l'heure, t'as arrêté en 2010. Tu continues à suivre le Paris Saint-Germain assidûment, regarder les matchs ou... Je regarde, sauf très, très rares exceptions, je regarde tous les matchs en fait. Tous les matchs à la télé, tout le temps. T'es retourné au parc ? Je suis retourné quelques fois au parc. Je suis retourné rapidement au parc. Non, pas rapidement, je te dis des bêtises. 2 ou 3 ans après l'arrivée des Qataris pour un PSG Valence en Ligue des Champions, j'y ai emmené mon grand-père. En fait, j'avais voulu un peu boucler la boucle. Donc c'est la fois où je suis retourné au parc, voilà, pour ce PSG Valence. J'étais aussi retourné sous une forme de contestation, si je dis pas de bêtises, pour un match peut-être contre Rennes. En latéral. Tribune Paris, où on espérait fêter le titre. On regardait nos téléphones pour voir si de l'autre côté Montpellier tombait. Et donc j'étais retourné, voilà. Et ensuite j'y suis retourné que en 2023 pour un PSG Metz. On m'a proposé, j'ai fait aller banco. J'y étais retourné pour l'équipe de France féminine, la Coupe du Monde féminine. J'avais emmené ma fille là-bas. D'accord. J'étais retrouvé à Auteuil, c'était génial. Ça t'a fait bizarre peut-être. Ouais, l'absence des fresques, forcément, ça fait bizarre. Ça fait, mais bon, pas autant que la difficulté de l'après-saison plan Le Prou là. C'était très très dur. Ne serait-ce que passer devant le parc, c'était difficile. Alors justement, quelle est ta vision du Paris Saint-Germain aujourd'hui ? Mais en fait, ce que je te disais tout à l'heure, c'est un petit peu cette dualité, cette schizophrénie, elle est encore plus prégnante. C'est-à-dire que je pense que j'exècre tout ce qui est en train de devenir le côté marketing du club.
ces maillots fourses, ces influenceurs qui viennent au stade, ces loges, tout ce qu'on fait autour qui au final n'est pas du football. J'exècre comme pas possible les politiques tarifaires qui font qu'on se coupe d'une part de la population qui ne peut plus financièrement voir les matchs de football. Mais à côté de ça, je peux pas m'empêcher de suivre le club. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est sa victoire. Je ne souhaite que le PSG gagne en permanence. Voilà. Ça, c'est viscéral, ça. Ah mais c'est viscéral, hein. C'est-à-dire que moi, en début de saison, si je veux que le club écrase tout, gagne tous les matchs en France. En fait, on a tellement mangé notre pain noir pendant les années où j'ai fréquenté le stade. Maintenant, je suis je sais pas comment on pourrait dire ça. Je voudrais qu'on gagne tout le temps. Je me dédicace aux stands de merguez de Camp PSG quand on perdait 3-0, qui hurlait Paris en Ligue 2. Maintenant, vous allez aller en National, les amis. Ça sera un nouveau clin d'œil à Kylian Mbappé, ça. C'était même pas fait exprès, mais oui. Alors, quelle est ta vision du Paris Saint-Germain dans 20 ans ? Je pense que ça va encore s'exacerber. Voilà. Je pense que je serai toujours à regarder les matchs, mais ça va devenir tout ce que j'ai pas voulu. Ça va devenir peut-être comme les franchises américaines. Mais ça m'a pas empêché, quand je suis allé aux États-Unis, d'aller voir les New York Rangers, que je voulais absolument aller voir. Pourtant, c'est Disneyland, et je pense que le Paris Saint-Germain va devenir Disneyland. Voilà. J'espère que les Ultras vont réussir à y rester, à continuer ce qu'ils font. Je connais pas toute leur histoire, je ne sais pas tout ce qu'ils font, mais ce que je vois, c'est que visuellement, dans les tifos, respect, quoi. Voilà. J'espère qu'ils vont pouvoir, mais malgré tout, vu le chemin que ça prend... Alors, à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast, on n'a pas toutes les réponses à ma prochaine question, mais tu parles de Disneyland, ouais. On parle de PSG Land, éventuellement à quelques kilomètres en banlieue parisienne, à Massy-Palaiseau ou ailleurs. Quelle est ta vision de ça ? J'ai cru comprendre, mais... Qu'est-ce que tu veux ? Malheureusement, ça semble un peu inéluctable. J'ai envie de dire, j'ai pas mon mot à dire. Moi, je vais même plus au parc, en fait. Mais pour moi, le PSG, c'est le parc, en fait. Enfin, voilà, PSG à Paris, c'est tout, quoi. Saint-Denis, on s'en fout. Ça a été des chants, des banderoles. Pour moi, en fait, ce stade est tellement mythique. J'en ai fait des stades en France, en Europe, mais il a quelque chose en plus, ce stade. Et couper ce magnifique club de ce magnifique stade, c'est un crève-cœur, quoi. Voilà. Après, voilà, si le PSG va jouer à Aulnay, à Massy ou je ne sais où, je continuerai certainement à le regarder à la télévision. Peut-être même que j'irai de temps en temps, parce que peut-être que les places seront de nouveau accessibles financièrement. Mais rien n'est moins sûr. Ouais, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. S'ils ne le remplissent pas, les places seront accessibles. Le jour où il y a 90 000 personnes qui veulent y aller, les prix vont augmenter. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. C'est comme ça que ça finira. Maintenant, je trouve que c'est juste un énorme gâchis de toutes les parts, en fait, de la part de la mairie comme de la part du club. Voilà, c'est juste dommage. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va laisser ce stade dépérir. Paris FC ne le remplira jamais, les féminines ne le rempliront jamais. C'est dommage. C'est dommage que cet écrin, ce petit cocon, ne puisse pas vibrer au son des chants encore. Enfin, il va peut-être encore vibrer une dizaine d'années, parce que le futur stade ne va pas pousser en 2 ans, mais voilà. Alors ça, c'est un avenir hypothétique. Ouais. Il y a le passé, il y a le président Nasser El Khelaïfi qui vient il n'y a pas longtemps de célébrer sa longévité au poste de président du Paris Saint-Germain, le plus long président au club. C'est qui pour toi le président qui a marqué le plus l'histoire du club ? Je vais pas réussir à te répondre par un seul président, en fait, comme à chaque fois de chacun de tes intervenants. Mais je pense en fait, moi, c'est marrant parce que j'ai envie de dire, à chaque présidence que j'ai vécue, j'ai eu un petit souvenir qui fait que Perper a été le premier que j'ai côtoyé en tant que supporter. Je me souviens de Blayo qui avait fait des choses très bien avec des tarifs abonnés, des tarifs historiques plutôt, dont beaucoup bénéficiaient. Je trouvais que c'était très très bien. Chiesa qui a été un magnifique supporter, mais même Villeneuve, en fait, je me souviens de le voir venir bord terrain au Havre, à Jules Desajo, magnifique stade, venir nous voir, et on était là à lui dire « Charles, on veut le titre !» Et voilà, il y avait du répondant, quoi. Donc, voilà. Après, voilà, moi, je suis un homme d'image,
Et si je vais en parler d'un et puis d'un deuxième après, il y en a un qui était aussi quelqu'un qui avait réussi à créer des images, donc forcément ça me parlait, c'est le président Borelli. Il crée ces images-là, cette image de lui en train d'embrasser la pelouse avant la séance de tir au but, elle est incroyable, mais cette image de lui entouré de tous ces gamins avec des maillots Echter, elle est incroyable, je le vois aussi en short en train de jongler, enfin, c'est un homme qui crée des images Est-ce que tu as souvenir d'autres présidents avec des images aussi marquantes que Francis Borelli? C'était les années 80, quoi. Et pourtant, il a laissé son empreinte. Je me souviens de cette image de Francis Borelli à Istanbul, dans les tribunes de Galatasaray, avec les supporters. C'est une photo qui a été volée par un supporter, certainement faite à l'appareil jetable. C'était aussi une image, elle n'était pas professionnelle, mais c'est une image marquante. Il n'y a aucun autre. Ça, c'est le gang des chemises roses qui était issu de la publicité. Et ben voilà. Pourtant, je ne suis pas un fan de la publicité, mais il a réussi à créer quelque chose qui est incroyable à ce niveau-là. Puis bon, puisqu'on parle du créateur, je pense qu'il faut aussi parler du fossoyeur. Un autre président qui a marqué l'histoire du PSG, c'est Robin Leproux. Cette espèce d'usurpateur, menteur, qui est en train de faire une campagne pour essayer de se faire réhabiliter en racontant tout et n'importe quoi. Bah, ça a été un président qui a été marquant. Il a détruit une culture, il a failli détruire une culture. Et bah, donc oui, ça a été un président marquant. Et quand je l'entends dire que son fait d'armes, c'est d'avoir ramené Néné et sauvé le club de la disparition, mais non, en fait, votre seul fait d'armes, monsieur Robin Leproux, c'est d'avoir voulu la disparition d'une culture. Voilà. Tu mâches pas tes mots. Ah non, bah non. Ah oui, je lui en voudrais toute ma vie de ça. Ouais. Et alors, Laurent Perpère, effectivement, c'est lui qui avait initié le Paris banlieue dont on parlait tout à l'heure et qui t'a fait revenir. Qui n'a pas fonctionné. Qui n'a pas fonctionné du tout. Qui a fonctionné même pas 3 mois, quoi. 3 mois, et qui a complètement explosé en plein vol. Qui est un peu ce que veut faire Nasser aujourd'hui, finalement, le Paris banlieue. Ouais, tout à fait. Dans d'autres registres. Pas en mettant 200 millions. Et pas avec les mêmes moyens financiers. Exactement. Non plus. Il faut remettre chaque chose à sa place. Alors, si tu devais me citer un entraîneur du PSG. Écoute, ce sera pareil pour les joueurs. J'ai beaucoup de mal à sortir des hommes parce que je suis pas quelqu'un qui suis admiratif des hommes du football. Je suis admiratif de Borelli pour ce que je t'ai dit. Je suis pas admiratif des hommes. Je vais quand même t'en sortir 2. Et c'est des entraîneurs pour le coup qui sont récents parce que j'ai perçu, peut-être que je me trompe, une grande forme d'humanité de leur part. C'est Thomas Tuchel, que j'ai trouvé quelqu'un de très humain, très impliqué, très passionné et qui m'a marqué pour ça. Voilà, le mec il mâchait pas ses mots, quoi. Je le revois avec Paganelli et son maillot de Strasbourg pour la première défaite de la saison, je le vois fulminer. On sent qu'il était habité, en fait, que c'était pas quelqu'un qui est tout en retenue, pas d'esclandre, Laurent Blanc, Paul Le Guen, non. Moi j'aime les gens qui sont vivants, voilà. Et puis l'autre, c'est Luis Enrique. J'adore, je suis sous le charme. Franchement, je me souviens au bout de 2 mois de sa première d'entraîneur, en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain, je disais déjà quelques connaissances qu'on a en commun, c'est fantastique ce qu'il a fait. La manière dont il a réussi à transformer l'équipe en 2 mois, c'est incroyable. Quand je vois ce que cette équipe est en train de devenir, voilà. La seule regret que j'ai avec lui, c'est que ce n'est pas un supporter du Paris Saint-Germain, mais j'adore ce qu'il fait, ce qu'il est en train de réaliser avec l'équipe. C'est le premier à me le citer, Luis Enrique, depuis le début de ce podcast. Écoute, j'en suis ravi. Et alors, si tu devais me citer un joueur. Les joueurs, moi, j'ai jamais aimé le côté bling-bling des joueurs. Donc, moi, comme je te dis, j'ai besoin un peu de m'identifier aux gens. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à m'identifier à des joueurs. Donc, j'ai plutôt eu tendance à avoir admiré les besogneux, en fait. Moi, j'étais un fervent défenseur de Bernard Mendy, j'étais un fervent admirateur de David Rosenal, Alex Niarco. Récemment, j'étais plus... c'est marrant, j'avais plus d'affection pour un Mitchell Baker que pour les autres qui étaient autour de lui, en fait. Là, c'est des défensifs, là. Ouais, c'est vrai que c'est souvent le cas, en fait. C'est souvent les hommes de l'ombre. Mais de manière générale, en fait, moi, je vais plus retenir des équipes que des joueurs. Je vais plus avoir tendance à valoriser le côté collectif du football que le côté joueur incroyable qui va dribbler 12 personnes, marquer 200 buts. Je vais plus retenir l'équipe 2003-2004. Je vais plus retenir l'équipe 2008-2009. Et puis je vais plus retenir l'équipe de cette année sans forcément sortir un joueur en particulier. Moi, j'aime l'esprit de cohésion
Le fait que l'osmose qui va se dégager entre plusieurs joueurs que de sortir un joueur particulier. 2003-2004, c'est l'année de Vaïd. L'année de Vaïd où, avec un effectif ultra limité, on a réussi à y croire quasiment jusqu'à 2-3 journées de la fin. Mais très qualitatif. Non, il y avait quand même Nze, Sorin. Ouais, il y avait Nze, Sorin, mais il y avait Nze, Sorin, Paoletta, quoi. Et encore Paoletta. Jérôme Alonso dans les buts. Ouais, super. Le boxeur fou de ballon. Non, mais enfin, faut quand même se dire qu'on avait une défense de fer avec José Carpierre Fanfan qui a plus jamais rien fait derrière. On avait Éric Cubillier en latéral droit remplaçant. On avait Hugo Léal, qui est un joueur, voilà, qui sont des joueurs de second rang. On avait Reynaldo devant, Luboya qui a fait des belles choses. Très qualitatif, tu vois. Non, mais voilà, comparé à 2001-2002 où tu avais dans ton équipe Ronaldinho, Anelka, Okocha, que je n'ai jamais trop apprécié, enfin voilà, c'est quand même assez incroyable ce qu'on a réussi à faire cette année-là avec un effectif somme toute assez limité. Et c'est cette osmose que j'adore, quoi. On est resté invaincu une grosse partie de la saison. Entre Lens et Lens. Entre Lens et Lens, et on espérait être champion de France pendant très longtemps et en tout cas accrocher la Ligue des Champions. Jusqu'à une défaite à Bordeaux 3-0. Quel est ton match référence dans l'histoire du Paris Saint-Germain ? Alors, je ne vais pas te citer un match référence. Si on parle du Parc des Princes, je ne vais pas te citer de match référence parce que je pense que tous les matchs références ont déjà été cités dans ton podcast. Je vais te parler de matchs qui ont été juste pour moi, à titre personnel, des matchs qui m'ont marqué, qui resteront toujours gravés dans ma mémoire. C'est les 2 matchs hommage à mon père. C'est le Panathinaikos, PSG Panathinaikos quelques jours après son décès, et le PSG Nice encore 3 jours après, où voilà, il y a eu des hommages pour lui, et c'est ce qui m'a le plus touché, la minute de silence pour lui, les banderoles des Boss, les banderoles des Lutèce, les mots du capot des Supra, toutes ces choses-là, c'est des choses qui resteront gravées dans ma mémoire. Il n'y avait pas un message aussi des Grecs, non ? Je sais plus. Mais je m'en souviens plus. Si des gens ont une trace d'un mémoire des Grecs, je suis preneur. Je sais qu'il y a eu un message à Boer aussi. On parlait du Red Star. Il y en a eu un là-bas. Très bien. Si tu avais un déplacement, alors. Eh ben, je vais encore botter en touche. Je vais pas te parler de déplacement, je vais te parler de plusieurs déplacements, dans le sens où moi, ce que j'ai apprécié dans les déplacements, c'est l'univers C3. C'est-à-dire que là, le Paris Saint-Germain ne vit que pour la C1, avec des déplacements la plupart du temps dans des grandes villes européennes, des capitales européennes. Et moi, je vais te parler de la C3, quoi. Cette obscure coupe des pays de l'Est, où tu te retrouves à Minsk, à Bratislava, à Lviv, à Tel Aviv, dans des ambiances incroyables, à la découverte de pays, de gens. Et cette culture déplacement, cette culture tourisme, cette culture rencontre, c'est ça que j'ai adoré dans mes déplacements. En fait, c'était tout ce que j'adorais dans les déplacements. Il faut savoir qu'avec les Lutèces, quand on faisait un déplacement, pas tout le temps, mais la plupart du temps, on essayait toujours de faire quelque chose à côté, que ce soit un resto, que ce soit passer une après-midi à un endroit ou quoi que ce soit. Et je trouvais que ces déplacements en Europe de l'Est, parce que c'était beaucoup le cas, ont été la quintessence de ça. Ah si, un déplacement à Derry, le fameux déplacement à Derry, où j'étais à Derry quelques mois auparavant et je me retrouve à y retourner pour le football. En fait, voilà, ces endroits où tu n'irais pas forcément en dehors du football. Ce que j'ai vécu en Biélorussie, à Minsk, les gens que j'ai rencontrés, ce qu'on m'a appris sur la culture, la culture du pays, sur la politique du pays, c'est tout ça dans le cadre du football, en fait, c'est incroyable, quoi. Donc tu regrettes qu'on joue la Champions League depuis 14 ans et pas l'Europa League? Bon, dans ce sens, bah après non, je le regrette pas parce que je fais plus les déplacements, donc je peux pas dire que je le regrette. Peut-être que, mais peut-être que tu les ferais si c'était le cas. Non, bah, remarque peut-être avec. C'est vrai que retourner à Derry. Ouais, non, je les ferais pas tout seul, mais peut-être que c'est sûr que je serais plus enclin d'emmener mes enfants à aller voir des villes qui sont pas forcément les premières auxquelles on pense quand on pense tourisme. Ouais, moi j'aimerais tellement montrer à mes enfants ce qu'est Minsk, ce qu'est une ville comme Minsk, ce qu'est une ville comme Bratislava. Tel Aviv, ça a été incroyable. Tel Aviv, c'était incroyable. Ça a été l'endroit où j'ai eu le plus peur de ma vie dans un stade et l'endroit où les visites ont été le plus riches en émotions, en culture. Parce que Jérusalem, parce que tout ça, c'était incroyable. Voilà, c'est ça que
C'est ça le football. C'est ça le football, ouais, indirectement. Ouais, mais ouais, c'est ça. Ouais. C'est aller dans des lieux complètement fous et rencontrer des gens que tu n'auras jamais rencontrés. C'est quoi l'écharpe que tu as avec toi aujourd'hui ? L'écharpe que j'ai à côté de moi, c'est l'écharpe du Karpaty Lviv qu'on a rencontré en Europa League et qu'on avait rencontré avec les amis parisiens 1 an avant d'aller les voir en C3. On avait été invité à un tournoi de foot organisé par les supporters du Karpaty Lviv et c'était incroyable, c'était génial. 1 an après, on les tire en UEFA. Une galère pas possible pour avoir des places. On fait tout pour nous mettre des bâtons dans les roues, comme à Lviv, comme à Minsk, comme à Tel Aviv. On réussit à rentrer grâce à eux. On échange des écharpes. Cette écharpe, je l'ai gardée dans un carton pendant très longtemps, puis je l'ai sortie il y a 3 ans avec les événements qu'on lieu en Ukraine. Voilà, moi, je pense à tous ces gens que j'ai fréquentés là-bas, qui nous ont accueillis de manière incroyable. Et je la porte quasiment au quotidien parce que j'ai toujours une petite pensée pour eux, même une grande pensée pour eux et ce qu'ils vivent en Ukraine. C'est une écharpe verte, alors ça te fait penser à Saint-Etienne et au Red Star aussi. Ouais, là, pour le coup, c'est complètement le hasard, mais oui, c'est vrai que c'est une écharpe verte. Ouais. Quand ton livre est sorti, on avait fait un podcast avec Virage, avec Romain Corlet et Jean-Jacques Buteau, qui racontaient un peu plus ton livre. Donc pour ceux qui veulent en savoir beaucoup plus sur ton livre, ils peuvent aller écouter ce podcast Virage Paris qui est toujours en ligne. Et si tu avais un mot de la fin pour ce podcast aujourd'hui ? Je dirais, si j'avais un mot de la fin, je dirais à toutes les personnes qui hésitent à aller dans des groupes de supporters, mais j'ai envie de dire que ce soit de Paris ou d'ailleurs, allez-y, rencontrez des gens, partagez des choses, partagez des émotions, vivez votre passion, faites des déplacements. Mon regret dans toutes ces années, c'est de ne pas avoir fait plus de déplacements, d'avoir pas visité plus de villes, rencontré plus de personnes. Vivez le football en dehors de l'écran et rencontrer des gens, partager et vive l'open source. On dédie ce podcast à ton papa et à Momo, à qui on a parlé. Et à toutes les personnes du parc ou d'ailleurs qui ont disparu. Merci Méry Moreau. Merci beaucoup Benjamin. Vous venez d'écouter Je suis supporter du Paris Saint-Germain, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'un nouveau supporter.